Merci. Merci à vous, tipeurs, qui nous avez soutenus. Car, oui, toi, Carotte, toi, Todd, toi, Chevron, et toi, El Pouillou, grâce à vous, ce mois-ci, Isaac a pu se nourrir. On a pu lui acheter un petit échantillon de tomato ketchup Heinz, et c'est une bonne marque. Et grâce à ça, grâce à vous, il sera moins maigre ce mois-ci. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait pas dans la petite boulette. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, l'émission qui vous parle de bande dessinée et qui vous aide à choisir parmi les milliers de publications en essayant d'en lire autant qu'on peut. Et ça, franchement, on vous l'avoue, c'est pas facile. Et pour parler de toutes ces émissions, pour m'accompagner, de toutes ces bandes dessinées. Oui, aussi. De toutes ces émissions. Non. Toutes ces émissions de bande dessinée. Tout parler de la bada, Isaac. Eh ben, Thio. Boulette de viande. Voilà. Merci les amis En d'être. sauce. Ouais. Merci les amis d'être avec nous. C'est vraiment une joie. On Parce tient que- d'ailleurs à remercier ma chère et tendre pour le magnifique repas de ce soir. Oui, c'est vrai. Ah, Non, ça, mais- ouais. Spéciale dédicace, grosse Voilà. boulette. Voilà. Grosse C'est- boulette, là, je t'avoue, surtout gros bide, là. J'ai pris cher, quoi. On va souffrir. Et pour se remettre de cette souffrance, Thio va nous parler de crowdfunding. Et cette fois-ci, il a été très très fort. Il nous a fait une sélection très concise, très pointue. On le remercie pour ce travail immense. Bah, en Ensuite, même temps, tu disais désobligeant. tout à l'heure. désobligeant. C'est vraiment le terme, tu vois, là, Désobligeant. sur la préparation, il était C'est ça. désobligeant, et je C'est trouve qu'il désobligeant. va continuer dans la... Ouais, mais je pense que c'est la thématique de cette soirée. D'accord, désobligeance, ok. Puis nous parlerons de Shelton et Felter, de Giant Days, le tome 1, la BD des tipeurs, du Règne, tome 1, de Aslak, le tome 5, et de Cruelers Undead, le tome 2. Bon, Un alors, petit- Parmi les tipeurs, s'il y a un prof d'anglais, à un moment donné, n'hésitez pas. Voilà, Voilà. filez-nous autre chose que des sous, mais juste une méthode d'anglais. Vous savez, même un vieux truc, speak English ou je sais pas quoi, enfin un truc quoi. On My enchaînera avec, Taylor is rich. My Taylor is rich. on enchaînera avec Homicide et l'atelier Brian is in the Mesdent kitchen. en express. Jean-Claude Rich. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Ouais. Bon, on y va, en fait, non? Et oui, monsieur désobligeant donc m'a dit fais un truc sur le crowdfunding. C'est bon, j'étais bon. Non, toujours pas. Le Non, faut crowdfunding. vraiment faire un truc. Alors donc en financement participatif ce soir, donc j'ai pas trouvé grand chose, mais on a quand même une petite nouveauté. On a un nouveau site de financement participatif qui s'appelle Way of Gamers, voilà. Donc en fait toutes les traductions désormais seront simultanées en fait en en direct live from San Francisco. ok. San Donc qui est un- Francisco dans l'Auvergne. Voilà, c'est lourd en fait. Donc la plateforme, Ok, donc ça c'est va. une plateforme de financement donc qui va surtout, enfin, qui s'intitule de Elle pour les geeks, où on va pouvoir faire donc des projets de jeux vidéo, de jeux de société, donc de BD, de musique, de vidéo au sens large. Donc ici, ce soir, on va vous parler surtout d'un projet qui est donc L'Inconnu du Mississippi, qui est leur premier projet en fait de bande dessinée. Et leur premier projet tout court, car le site est tout propre, tout beau, tout neuf. Il vient juste d'être lancé. C'est un tout petit bébé tout mignon. Voilà. Donc, L'Inconnu du Mississippi, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est surtout pour ça, en fait, dont je vous en parlais du Way of Gamers. Donc, c'est une BD donc, qui est inspirée, en fait, du mythe de... Je sais pas dont tu me regardes. Non, mais c'est qu'en fait, Non, j'ai mais des fois, je les regarde sur le truc technique. le dictateur qui me regarde super bizarrement, t'occupe pas de moi. style il a une araignée géante sur mon micro. Quoi. Ne t'occupe pas de moi quand je fais des regards bizarres. Mais tu n'aimes pas les araignées géantes? Non, du tout, en fait. Même petite, c'est pas. Donc, L'Inconnu du Mississippi, Kezako, donc c'est une aventure qui est inspirée du mythe donc de Lovecraft, qui a été adaptée par Stéphane, si je me trompe pas. Parce qu'on a des petits problèmes de réseau, je suis désolé, donc je vous fais un peu en live, quoi. C'est compliqué, on n'a pas internet ici. Donc de Stéphane Giraud, qui est dessiné par Cyril Nguyen Din. Désolé si la prononciation n'est pas bonne. Donc on est en 1875, on est
dans le sud du sud, en Louisiane. Et un gars va venir, en fait, parce qu'il va être, on va dire, embauché pour... il est ingénieur en génie civil, il va être embauché pour aller travailler dans le sud. Et là, forcément, il va rencontrer des choses... Des créatures. Des créatures qui vont lui donner, qui vont l'émoustiller, qui vont lui faire créer des choses dans son fondement et qui ensuite, malheureusement... Créer vont emmener- des choses dans son fondement. C'est exactement ça. Je vais pas dire tu nous intéresses, mais tu nous interpelles en disant ça, mon petit Thio. De toute façon, avec le mythe de Cthulhu, il y a toujours des trucs dans le fondement. C'est pas faux. C'est le fondement. Le du fondement mythe. de Nux. Alors, donc ce petit financement participatif, donc pour 10 €, vous aurez la version numérique de l'indicible album. À 19 €, vous aurez l'album en format papier. Et le petit truc sympa, c'est à 24 € pour les Early Birds, vous aurez donc la BD, plus 3 illustrations, plus des enveloppes et des petits timbres personnalisés. Ça peut être sympa. Et pour 32 €, vous avez en plus une crème désinfectante antibiotique pour votre anus. Anti-profond. Anti-profond. Mais sauf qu'en Louisiane, les profonds, Eh ouais. pas trop Ouais, les gars, ouais. pas trop. Ah, c'est un petit peu chaud la Louisiane pour les profonds. Bon, bref, n'hésitez pas à y aller. Way of Gamers. Et on attaque donc les chroniques. Mais oui, Et avec c'est toi qui Shelton commence. et Felter. Ouais, Shelton and Felter. Yes. Tome 1, donc intitulé La mort noire, par Jacques Lamontagne au scénario et au dessin, ainsi que Scarlett Skulmowski pour la partie couleur. Babrzewski. C'est pas Smulkowski. Smulkowski. Ah, t'as dit Skulmowski. Skulmowski. Oui, c'est Smulkowski. Smulkowski. Elle est connue. Oui, apparemment. Et puis apparemment, elle travaille bien. Puisque, je vous raconterai un petit peu la fin tout à l'heure. Donc, de quoi est-ce que nous parle cet album ? C'est quelque chose d'assez classique. On est dans une enquête policière. On est avec deux personnages. Un qui est un ancien boxeur. Le deuxième, donc grand, costaud, athlétique, etc. Mais qui est quand même dans la panade question thune. Et qui essaye de se faire une petite place auprès d'un journal local. Le deuxième personnage est un tout petit monsieur, un tout petit bonhomme avec ses petits tics, etc. Qui est un libraire, mais qui a un esprit assez aiguisé. Et il se rend compte sur une scène de meurtre. Puisque nous sommes en 1924 et que le juge Forwell vient d'être retrouvé mort, assassiné, dans une rue de Boston. Nous sommes à Boston. La police enquête, mais assez rapidement, l'ancien boxeur, qui est donc journaliste, se rend compte que le petit bonhomme qui est à côté de lui est en train de résoudre l'affaire par de brèves petites remarques. Et enfin, ce petit bonhomme est très intéressant. Il va falloir absolument que nous travaillions ensemble, que nous collaborions. Non, d'un petit bonhomme. Non, d'un petit bonhomme. Oh, bon. Et voilà. Donc mousse. le pitch est lancé puisque ces deux personnages vont travailler de concert pour élucider une série de meurtres qui met à chaque fois en scène la victime noyée dans de la mélasse. C'est quoi la mélasse? C'est tu vois la merde? Ouais. Bon, pareil, mais c'est propre. J'avais pas mangé chez toi en fait. À ne pas confondre avec la milice, hein, aucun rapport. Non, la mélasse, produit pâteux, assez pétrolier dans l'aspect, donc noir, collant, gluant, un peu bileux, voilà. Et qui servait Mathieu. Excusez, moi je te Voilà, pose la moi non question. plus, j'ai eu su en plus, hein, mais Mais je me disais peut-être que tu avais, tu vois. tu t'étais non, renseigné, c'était tu vois. très en vogue au début du siècle, mais je sais plus pourquoi. Voilà. Et donc, bref, il y a une immense cuve de mélasse qui avait été construite à Boston, et ça, c'est un fait véridique sur lequel s'est appuyé l'auteur. Et la citerne s'est éventrée. Et il y a eu un raz-de-marée de mélasse dans la ville qui a engendré des victimes. Donc c'est ce qu'on apprend très rapidement quand même dans cette bande dessinée. Et on part donc sur la piste d'un tueur qui essaierait de se venger. Pas un truc qui se bouffe en fait la mélasse. Ça sert des. Non. Non. Ah. Non. Ah. Non, quand on dit dans la mélasse, c'est dans la panade, quoi. Ah, mais c'est parce que c'est gluant. Ouais, mais Enfin bon, on va peut-être revenir au on truc. peut peut-être rattaquer le truc. Voilà. Et donc on part sur la piste d'un tueur qui essaierait de se venger de l'ensemble des personnes qui seraient responsables et qui auraient fait partie de la Purity Oil, donc l'entreprise à qui appartenait le. Ou qui a été victime de la Purity Oil. Bref, Qui a un rapport avec la qui Purity est en rapport avec ça. Alors, Mélasse noire, canne, sucre bio. mais qui sert à quoi?
C'est du miel, en fait. C'est une sorte de miel, une sorte de mixture de raffinage de sucre, mais extrait de la betterave. Mais qui sert à quoi? Ah bah, ça sert en fait dans tous les trucs alimentaires. Mais qui sert à quoi? Sucré. Bah, à sucrer. Mais pourquoi on s'en sert plus? Alors, ça sans doute encore, mais sauf qu'on dit pas que c'est de la mélasse. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vous avoue que j'étais totalement à côté là-dessus. Bref, donc toujours est-il que notre bande dessinée, côté scénario, tient plutôt bien la route. On se laisse bien prendre au jeu. Il y a des petits rebondissements de droite, de C'est gauche. 99% de sa carrosse, en fait. Voilà, Bah, alors, si tu veux, Mathieu, on fera un hors-série. Mais un vrai HS. La tu vois. voix du sucre. Aujourd'hui, dans la voix du sucre, nous allons vous parler de sucre. Alors la mélasse, c'est un dérivé très intéressant. Alors si vous êtes intéressé par ce type d'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons une émission spéciale, la voix du sucre. On pourra peut-être monter un Tipeee pour ça, si vraiment vous êtes intéressé. Merci. Tu veux un Tipeee de sucre? Bon, Mathieu, c'est bon, ça va finir avec la mélasse. Enfin, je sais pas. Tu l'as lu la BD ou pas? Mais ça va, je veux dire. Non, mais c'est parce que si tu veux, si ça t'intéressait tant que ça, c'est à ce moment-là qu'il fallait te renseigner. Tu vois, là, on est en pleine émission. C'est pas tout à fait le moment. Mais non, si tu veux le Mike qui nous parlait de la mélasse, y a pas de souci. Je te laisse, je reprends ma chronique après. Y a pas de souci. Non? Non, mais parce que voilà, c'est un du cohérent, c'est tout. Voilà, maintenant on le sait, tu vois, c'est intéressant. Non, mais excusez-nous, c'était la minute scientifique, biologique et botanique de l'émission. Si vous souhaitez faire une BD sur la mélasse, peut-être que vous risquez le coup de cœur chez nous quand même. Hein. Je veux dire. Donc, merci Mathieu pour ces informations sur la mélasse. Non, mais tu vois, ça sert, tu vois, tu les cherchais, ça sert donc à la composition. On l'arrête plus. Là. Il est parti. Tu as dit de chercher, je cherche. Vas-y. Donc ça sert dans la composition de desserts et de friandises, et surtout utilisé pour la production d'éthanol Tu parles d'une friandise? et l'alimentation du bétail. Qu'est-ce que j'ai cet après-midi au goûter, maman? De l'éthanol. Je me sens trop bien. Ça va me faire du bien. Bon, et elle est bien cette BD. Bon, donc on en revient 2 secondes à la BD. Mathieu, c'est plus possible. Non, mais c'est pour te dire qu'on peut en faire avec beaucoup de choses. Tu vois, dans la cuisine méditerranéenne, des sirops sucrés de couleur, en fait, sont faits, par exemple, avec de la mélasse de carou, de la mélasse de raisin, de grenade, de mûre, de date et de figue. Si avec ça, je dirais, c'est pas... Oui, putain. Mais, putain, ouais, j'étais à côté là. Oui, non, mais c'est bon, je visualise complètement. Ah, ben voilà, tu vois, d'un ça y coup, est, ça t'a maintenant c'est éclairé. check. Ah ouais, merci. Voilà. Check. Je laisse continuer. Merci. Fin de l'interlude. Et alors, cette BD, elle est bien? Ah bah écoute, moi, je l'ai pas lu. Donc moi, je trouve qu'elle nous laisse pas dans la mélasse. On a un scénario vraiment qui tient la route, des rebondissements de droite de gauche, des personnages qui sont assez attachants. Le petit bonhomme là qui a son caractère, qui est assez psychorigide, qui est un peu hypocondriaque, etc. Et l'ancien boxeur, on sent qu'il a vécu. C'est un petit roublard, il s'en laisse pas compter. Il a un petit côté garçon des rues. Voilà. Les deux font une jolie équipe. Les deux font la paire, comme on dit. Ça marche plutôt bien. Côté dessin, c'est très efficace. Alors il faut savoir quand même que Monsieur La Montagne, sur ce projet de Shelton & Felter, a galéré pendant une dizaine d'années. Donc en fait, à la base, il avait proposé ça à un premier dessinateur, et pour vous dire de quand ça date, en fait, il a même oublié le nom du gars. Donc il avait quelques planches là-dessus qui restaient sous le coude, puis il a trouvé un deuxième dessinateur, mais finalement ça n'a pas marché. Et finalement, c'est un éditeur, donc Kenes, chez qui est édité donc cette bande dessinée, qui l'a contacté, et il s'est dit j'en ai marre, j'envoie le projet et c'est moi qui serai au scénario et au dessin. Et à la base, il voulait être aussi à la couleur, au moins sur la page, sur la couverture. Et donc il a fait la couverture. La couverture est prête. La couverture existe. La couverture nous est montrée puisqu'elle est dans un petit livret qui est à la fin du bouquin. Et en fait, il a décidé de ne pas utiliser sa couverture à lui, mais d'utiliser les couleurs et la couverture de la coloriste Scarlett Smulkowski. Je vais y arriver. Parce qu'il a trouvé que c'était plus cohérent avec le reste de l'album, parce que sinon sa façon de dessiner et sa couleur aurait été trop en décalage par rapport à la couleur utilisée par Smulkowski, et donc du coup il a décidé de laisser Smulkowski à la couleur partout,
sur la couve et à l'intérieur. Et effectivement, ça rend très bien. C'est vrai que lui, du coup, sa façon de coloriser apporte un style assez différent. Et elle nous est donnée à la fin, cette couve. Elle est vraiment très sympa. Voilà, exactement. Elle est même un petit peu plus riche au niveau du dessin. Il a simplifié son dessin sur cette couve-là. Elle était un petit peu plus riche sur la version originale. Bref, voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est assez rond. C'est un petit peu cartoony. C'est très agréable. Ça passe très bien. Et c'est du bon boulot. L'édition est de très jolie qualité, j'ai trouvé. Que ce soit au niveau du choix du papier, de l'épaisseur, du grammage, de la couve qui est mate. Voilà, c'est vraiment un joli premier tome. Ça peut donner des aventures assez sympathiques à suivre. Le deuxième tome en fait est déjà prêt puisque c'était censé être le premier tome. Et oui. Il fait tout à l'envers, oui. Il fait un peu à l'envers. Et en fait, quand il est tombé sur cette histoire véridique, en regardant la télé, un reportage sur justement cette fameuse citerne qui s'était éventrée à Boston, il a décidé d'en faire son histoire et il a remplacé, il a transformé tout de suite en premier tome avec cette histoire. Donc il trouvait son premier tome tellement mauvais qu'il en a décidé d'en faire le deuxième, donc le deuxième sera moins bien, quoi. Ah ouais, toi, t'as le don de voir le bon côté des choses quand même. Non, c'est juste qu'il a trouvé cette idée très intéressante et que ça l'a botté à ce moment-là et qu'il était sur ce timing-là, tout simplement. Donc voilà, Shelton & Felter, La Mort Noire, moi j'ai trouvé ça très sympathique. Qui d'autre l'a lu parmi vous ? Thio, vas-y, dis-moi, donne-nous ton avis. Écoute, moi j'ai trouvé ça très plaisant. Graphiquement très sympathique, j'aime bien le petit côté un peu cartoony avec les couleurs qui clairement déchirent, surtout quand tu vois le cahier graphique. C'est un joli travail, le cahier graphique à la fin est terrible. Voilà. Même en couleur directe, ça aurait quand même été splendide aussi. Ouais. Mais je pense que ça lui aurait quand même demandé encore beaucoup plus de travail. Donc finalement avoir une coloriste c'est bien aussi. Ouais. Au niveau du scénario, alors j'ai été un peu, ça a mis du temps à partir au niveau de l'histoire. Mais il fallait aussi présenter les personnages, donc on peut pas non plus tout avoir, hein, et partir de suite sur un rythme endiablé qui te tient en haleine tout le long. Mais une fois que tu es à l'intérieur et que comment dire, que tu t'es pris un petit peu avec les personnages, qu'ils ont commencé vraiment à te plaire, ils sont très attachants et l'histoire est sympa, donc ça fait des bonnes histoires, des bonnes enquêtes, quoi. Franchement. Une bonne découverte. Je remercie encore le libraire du Bloé de m'avoir fait découvrir ça. Tu fais des infidélités, toi, des fois. Hein, bravo. Hein. Je fais travailler les indépendants, moi, monsieur. Tu as raison. Ah, oula, il devient bon, indépendant. Coup de cœur, pas coup de cœur. Moi, j'en connais en Espagne qui ont tenté de ça. Non, pas coup de cœur, pas jusque-là, mais à suivre une série qui peut être sympathique, ouais, absolument. Giant Days. Oh putain, mais c'est pas possible. Alors donc du coup le Giant c'est quoi ? Giant c'est un hamburger chez... chez Quick, ok d'accord. Il y a quoi dedans en fait ? Fais-moi le bouquin pendant que vous parlez de Quick. Days. Non, il y a de la sauce au capre, tu savais pas ? La sauce au capre ? Ouais. Ah c'est pour ça que ça fait des remontées. Alors Giant Days ? Donc déjà juste pour le préciser, c'est quand même la BD des tipeurs, ça a été... Alors, il nous faudrait un jingle spécial quand même. Oui, mais ça... Un jour j'aurai le temps de faire ça. Un jour, j'aurai réparé tout le matériel. C'est la BD des tipeurs. C'est la BD des tipeurs. Ok, je le garde. Tu le gardes, tu l'enregistres, tu le remettras à chaque fois, c'est parfait. Tu l'auras fait tout à l'heure, on essaie de le faire propre, c'est pas mal. Voilà, ok, on va plus avoir de tipeurs en fait. Ils vont dire oh non, c'est pitié, non, ne nous mettez pas là-dedans, non. Mais alors, une BD des tipeurs. Donnez-nous des sous, sinon on refait un jingle. Donc, Giant Days, une bande dessinée créée et écrite par John Allison, illustrée par Lisa Treyman et avec Whitney Kogar aux couleurs. Kogar. Voilà. Et il se prend même la peine de nous donner le nom du lettreur original, Jim Campbell. Comme ça, on aura cité tout le monde. C'est chez Akileos. Giant Days, ça nous raconte les mésaventures de 3 colocs à la fac. En gros, qui commencent à découvrir un peu comment ça se passe dans leur université. Comment ça se passe dans leur culotte aussi. Ouais, voilà. Et on a 3 profils de filles vraiment très différentes. Donc Esther, Suzanne et Daisy. On a la fille... Mathieu, on va le perdre. Voilà, on a... Je suis désolé, continue, je cherchais un verre parce que j'ai pas de verre, moi. Ah bah alors, choupette.
On a un petit peu la fille, la fille moyenne sympathique avec ses grandes lunettes, ses cheveux bouclés. On a la goth emo qui est avec un fort caractère. Et puis on a ce que j'appellerais la middle girl, quoi, la fille moyenne qui vivent leur vie, qui essayent de se choper des amoureux comme elles veulent. Et un jour, des amoureuses, effectivement. Et puis un jour, Suzanne se rend compte qu'il y a un de ses ex qui débarque dans la fac. Et apparemment, il s'est passé quelque chose pour que elle soit pas contente de le voir. Ah, et pourtant, ce mec-là, elle est même plus que pas contente. Ouais, pourtant, ce mec-là, il a l'air super cool. Elle se transcende. Alors qu'effectivement, le mec a l'air plutôt cool. Il est présenté tout le long de la BD comme quelqu'un de super sympathique. Et donc, on va un peu suivre toutes les mésaventures de ces jeunes filles dans une construction très comique, des planches des chapitres de 22 planches. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la construction, c'est que déjà, on a tout ce côté très stéréotypé, milieu de vie, etc. On s'y retrouve vite. Et puis surtout, j'ai bien aimé dans la construction, on a toujours à la fin une sorte de petit chapitre épilogue qui nous montre de point de vue d'autres personnages qui annonce ce qui va se passer dans le chapitre d'après. Un petit mystère, un petit cliffhanger bien foutu, j'ai trouvé. On est dans la BD intimiste qui nous raconte des points de vue de femmes qui essayent soit de se construire, soit de se maintenir dans leur construction, qui se cherchent aussi. Et j'ai trouvé ça sympathique, frais, crédible, parce qu'on sent que c'est des femmes de notre époque qui sont décrites. Bref, voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt sympa et bien amené. Il y a un dessin, je vais revenir un petit peu sur le dessin, qui est très dans le ton indé à l'américaine, des couleurs très flashy, enfin c'est très coloré, c'est très agréable. Des gros aplats. Voilà. Une mise en scène sympathique où ils se permettent de temps en temps aussi de montrer les pensées des personnages plutôt que pour avancer un peu, quand l'héroïne va raconter un peu l'histoire de son passé, les autres hurlent flashback et il y a le flashback qui débarque après, et plusieurs fois, parce que dans chaque chapitre on a un petit peu de flashback. Enfin, moi j'ai passé un bon moment parce qu'il y a une fraîcheur en fait qui fait plaisir de temps en temps et qui manque beaucoup dans les BD qui ont tendance à plutôt aller dans le noir, quoi. Ah oui, là pour le coup on est vraiment dans quelque chose de spontané, de frais. C'est assez plaisant, assez facile à lire. À titre personnel, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop stéréotypé et du coup un petit peu trop facile dans certaines choses, ce qui n'enlève rien à la véracité de ce qui est montré, aussi bien dans le traitement des amourettes, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, que dans le traitement des étudiants à la fac avec leurs problématiques pour se soigner, pas se soigner, fumer, pas fumer, arrêter de fumer, sortir, pas sortir, boire, pas boire, qui est-ce qui va me ramener, c'est la première fois, c'est pas la première fois. Voilà, donc plein de petites questions très adolescentes, de grands adolescents entre guillemets, la découverte de la liberté de la fac, le lien qu'on garde quand même avec tati, tonton, mamie, etc. Voilà, plein de petites choses comme ça. C'est assez attachant, c'est assez mignonné, ça fait mouche, c'est assez sympathique, assez humoristique. Il faut quand même souligner que l'album n'est qu'à 10 €. N'était qu'à 10 €. Qu'il a été nominé aux Eisner Awards. Ce qui est plutôt assez gratifiant, hein. Oui, en général, c'est plutôt pas mal. On peut le dire. Et qu'à la base, donc, c'était sorti sous forme de webcomics en 2011 et que la version papier, la première édition, date de 2015. Donc, il y a une forte suite prévue. C'est le premier tome sur 6 de prévu. Le deuxième est déjà sorti. Giant Days. Voilà, il prend sa respiration, il s'installe. Un écouteur. Il titille ses nodules pour bien travailler sa voix. Son nodule, il est unique. Il est unique. Oh putain, comme lui. Heureusement pour le reste du monde quand même. Alors. Giandé. Alors, Giandé, donc, pour faire plaisir à notre ami Tizak. Tizak. Écoute, moi, je me suis bien régalé. Donc, je vous avoue que comme j'étais en train de chercher à boire pour tout le monde, j'ai pas... T'as pas écouté ce qu'on a dit, mais tu peux donner ton avis. On va voir si tu es redondant. Si je suis redondant ou pas, je ne sais pas. Donc, écoute, moi, j'ai trouvé ça... Non, là, jusque-là, t'es pas redondant. Non, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, justement, on est sur
sur une histoire, mais vraiment une histoire de vie. Il y a pas de, on va pas avoir de scénario qui va être à rebondissement vraiment, ou alors on va avoir un gros des gros événements qui vont, on va dire, tout changer, obliger les héros de l'histoire à changer les trucs. Non, Il y a Lex quand même. Hein. Ouais, mais Tu non. sens qu'il y a un truc là. Ouais, il y a un truc avec Lex, mais c'est pas tant ça. C'est pour garder le mystère. Non, mais c'est vraiment, je trouve, c'est des faits de vie, quoi. Ouais, il y a un petit côté Friends. Il y a un petit côté Friends, tu es vraiment en train de vivre l'actualité des étudiants à la fac. C'est ça. Avec, par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tous les désagréments que tu peux avoir, tous les trucs qui te font un peu peur, tu vois, le harcèlement, les trolls, enfin, tout ce qui est, on va dire, aussi énormément d'actualité, quoi. Oui, c'est vraiment de son temps. C'est vraiment de son Oui, temps, c'est complètement de son tout temps. en ayant, on va Il est dire, fanboy aussi. aussi, tout en ayant aussi quand même le traitement quand même qui est fait que par des femmes. Ouais. Et ça, je trouve ça donne quand même une petite touche qui est quand même voilà. Le traitement féministe est présent Mais c'est dans super. les revendications justement Ouais. anti-ex. Mais sans être. Mais là, de ce côté-là, ça reste judicieusement positionné. Et justement, on montre les excès avec des jeunes connes là, qui reprennent le sujet. Non, pas des jeunes En codes, s'emporte- des jeunes. Tout. Oui, mais en reprenant le texte donc de la première concernée qui, elle, avait édité le texte. Donc Mais en sauf gros, qu'elle attends, tombe- juste pour elle dire, tombe- dans le elle tombe pitch, sur à un le moment texte. donné, une des héroïnes écrit un texte féministe que une groupe de plus jeunes reprennent et réimpriment à 40 000 exemplaires derrière, j'exagère, mais bon, C'est ça. et prennent pour elle comme quoi c'était le truc magique, etc. Et elle dit, mais non, mais attendez, là, où vous emballez, quoi. Et puis au-delà de vous emballer, vous êtes porte-drapeau d'une histoire que vous ne connaissez absolument pas et vous la transformez en revendication, ce qui n'était absolument pas le cas initialement. Donc voilà, donc c'est plutôt bien foutu. Voilà, moi j'ai trouvé ça, je suis peut-être un peu trop vieux pour ces conneries, mais ça, il n'empêche que ça marche bien. Voilà, c'est vrai. C'est vrai et c'est frais. C'est ça. Vrai. Moi, je trouve que ça sonne vrai. Ça C'est fait un truc- fraîchement vrai. C'est pas québécois. On commence pas à faire du québécois. Non, c'est. fraîchement vrai. J'ai trouvé un côté très canadien, je sais pas pourquoi. Oui, moi aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que ça sonnait mais canadien. Moi aussi. Parce qu'elles sont gentilles. Et Brian que les gens Lee- autour sont gentils. Brian Lee O'Malley, tu sais, avec Scott Pilgrim, tu sais, je sais pas pourquoi, c'est un peu ce même genre d'univers de. Ouais. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Mais Même quand alors- elle est malade, elle vomit pas. Bon, ce sera le sujet d'une prochaine splash page. Qu'est-ce qu'une BD quoi canadienne? Qu'est-ce qu'une BD canadienne? Ouais, Non, d'une c'est quoi prochaine splash page. Ah, ok. Qu'est-ce qu'une BD canadienne? Non, mais franchement, c'est important. Qu'est-ce qu'une BD canadienne? Qu'est-ce qu'un bordel comic? Est-ce que c'est une BD au Canada ou est-ce que c'est un comics? Non, Un ça, comics. on y a déjà répondu dans la dernière Non, splash mais page. au Canada spécifiquement. Tu vois, dans cette test de double culture. C'est un Canadian Comics. Mais bon, c'est pas canadien. Enfin, pas que je sache. Voilà. Giant Days, chez Akileos. Le premier tome est à 10 €. Et je pense que ça vaut le coup, si vous cherchez quelque chose d'un peu rafraîchissant, d'être lu. C'est Puis, cela même. intéressant. On continue avec le règne. Juste le temps que je retrouve ma chronique. Puisque, Alors, le règne, donc, Et juste le pour vous règne, situer, la saison des démons. c'est donc un livre avec plein d'animaux qui est dessiné par Bois Qui est Commun. dessiné Boiscommun. par Olivier Boiscommun. Monsieur Boiscommun. Qui a exceptionnellement décidé de se renouveler son style en évitant les casquettes. Et ça, franchement, de sa part, je trouve que c'est un grand pas en avant, Ça fait- une alors, grande mise en danger. On a dit désobligeance, certes, mais après, faut peut-être pas non plus tomber dans le trollisme, quoi. Non, mais c'est savoir se mettre en danger que d'éviter un peu tous ces tics Dis-moi, graphiques. tu fais pas partie du forum 18-25, toi? Ouais. Ah, ok. Ouais. Bon, on peut parler bande dessinée? Bah, c'était le temps que tu ou trouves ça ton troll site, Non, c'est bon, Non, mais là, j'avais, on est en fait. train de meubler pour toi, en fait. Ah, mais hein. moi j'étais prêt, donc Le Règne, tome 1, la saison des démons. Au scénario Sylvain Runberg, et donc au dessin et à la couleur, un certain Olivier Boiscommun que vous venez de troller, enfin surtout Non, l'un non, des que lui vient de troller, j'ai jamais Voilà. trollé, moi. De quoi nous parle cette magnifique bande dessinée? Nous avons donc 3 mercenaires intrépides qui tentent de protéger un convoi de nobles contre les pillards et les éléments de la nature qui sont totalement déchaînés. Et pas que de la nature d'ailleurs, des éléments un peu surnaturels. C'est une nouvelle série donc qui commence. Pour information, le tome 2 est paru, mais bon, tant pis, on vous en parlera plus tard. Et tous les personnages sont donc des animaux, donc une bande dessinée zoomorphe, le mot de la soirée, qui est assez prenante, qui est très 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 jolie. Alors, le pitch, eh bien, c'est la saison des démons, ce qui veut donc dire qu'il faut aller se planquer. Le prince Jason et sa femme Daphnis mènent un convoi
importants, notamment avec leurs enfants, mais aussi un petit peu d'objets à donner pour pouvoir passer, de nourriture, d'objets riches, d'objets de valeur, etc. Tout se passe bien, mais bon, les pillards attaquent, bien évidemment, puisque c'est la saison des démons, donc forcément, il y a des gens qui en profitent. Hein, c'est un peu comme tout le monde va au même endroit. Tout le monde va au même endroit, et donc forcément, sur les routes, voilà, hein, ils en profitent, bien évidemment. Le convoi est donc attaqué par une bande de pillards féroces, qui sont méchants et sans scrupules. Et les gardes... C'est même Après, c'est moi qui troll. Non, mais je vois, je mime, je me mets dans l'ambiance. Le podcast audio, le mime, c'est top. Mais on le ressent, tu vois. Quand tu ressent souris à la radio, ça se voit pas, mais ça s'entend. C'est mon père qui dit toujours ça au téléphone pour sa secrétaire. Il fait qu'elle sourit au téléphone, du coup c'était mieux pour le client. T'as décidé de faire des remarques hors sujet ce soir. Putain, vous rigolez ou quoi? C'est vous qui racontez votre life et après son père a eu l'entreprise de fabrication de mélasse. C'est pour ça qu'il est aussi calé dessus. La mélasse, le rire des radasses. Bon bref, on y va. Donc les gardes doivent protéger les chariots, la famille royale, etc., etc. Mais les pillards sont trop nombreux, ils prennent le dessus. Et là, t'attends! Il y a une tarte qui tombe. À la mélasse. T'attends à la mélasse. Ça va être dense. Ça va être dense. C'est énorme. Désolé si vous nous écoutez encore. Voilà, donc ils tentent de s'enfuir. Les bandits parviennent quand même à s'emparer des chariots. Gna gna. Le prince Jason est pris au piège. Et là, il est à deux doigts de se faire tuer lorsque 3 mystérieux personnages, donc nos fameux mercenaires intrépides, vont faire leur apparition, chasser les pillards. On peut dire qu'ils sont quand même assez doués au combat, mais aussi bien entraînés et bien organisés. Il s'agit donc d'Octavia, de Pantagrius et d'Isaac. Non, pas d'Isaac, attention. Isaac, qui sont donc des mercenaires qui proposent donc leur aide au prince Jason contre, bien évidemment, argent, richesse et le droit d'aller se planquer au bon endroit. Car la saison des démons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment où il va y avoir de grosses catastrophes et il n'y a qu'une façon d'aller se protéger. C'est d'arriver jusqu'à Shrine, de payer son droit d'entrée pour aller à l'intérieur et être à l'abri des péripéties suivantes. C'est bien tout ça. C'est une belle histoire, mais et alors, ton avis? Eh bien, pour un premier tome qui nous positionne un petit peu les personnages, l'aventure, l'univers, les gentils, les méchants, etc., c'est très bien foutu. Moi, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient bien rendues. Les personnages sont... alors donc zoomorphes, on l'a dit, mais du coup caricaturaux, et on repère vite les gentils, les méchants, qui est de l'ordre du soldat, qui est de l'ordre du machin, du bidule. Moi, j'ai trouvé on y trouvait vite ses marques. Il y a quand même encore quelques zones d'ombre qui persistent sur le pourquoi de la cataclysme, pourquoi est-ce que c'est telle ou telle espèce, race, moine, religion qui décide d'avoir le contrôle de l'endroit qui nous permet de se protéger, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est pas sous contrôle armé et que ça reste sous contrôle religieux qui doivent quand même payer. Voilà, donc il y a quand même des petits éléments qui restent en suspens avec des points d'interrogation ou qui seront peut-être incohérents, ça sera la suite qui nous le dira, mais en attendant, moi ça m'a donné quand même envie de lire la suite. Mon cher Thio. Bah, je valide assez en fait. Clairement, moi, j'ai passé un très bon moment. Bon, d'une part parce que j'aime beaucoup le trait de bois commun, même sans parler de casquette. Mais l'air de rien, pour l'adepte de la casquette, je signifie juste quand même que le chef des mercenaires a un chapeau. Oui, mais c'est pas une casquette. Ouais, attention, les casquettes de bois commun ont un style très particulier. Quand même. Donc du coup, quelque part, il est quand même resté dans son même style. Il n'a pas pris tant de risques que ça, selon Monsieur Désobligeant. Graphiquement, c'est très beau. Moi, j'ai bien aimé le scénario de Runberg. Après, voilà, j'attends vraiment la suite parce que, comme tu dis, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui restent en suspens. Et cette question, justement, de se dire, mais putain, mais s'il y a un endroit qui est, on va dire, insensible à la saison des démons, bah, pourquoi vous y vivez pas tout le temps? Voilà. Donc, j'attends des réponses, exactement comme toi. À suivre. Et bon, j'ai déjà le tome 2 qui m'attend chez moi, donc bah, on l'aura bientôt. Il va vite falloir que tu le lises. Et moi, je l'attends avec impatience, ce tome 2, parce que moi, ce tome 1, en dehors du traitement graphique que j'ai trouvé vraiment très sympathique, et je trouve splendide, le petit carnet graphique à la fin est top. Bois commun encore plus à l'aise avec ce trait animalier qu'avec son trait humain, parce que bah il évite tous ces tics graphiques justement dont je me moque gentiment, hein, mais c'est un auteur, quand tu regardes un peu toutes les BD qu'il a faites, c'est vrai que souvent ces personnages d'enfants à casquette étaient
était un peu, tu vois, il y avait un peu un côté tic graphique. On voyait qu'il aimait dessiner ça, qu'il le faisait bien, mais ça revenait beaucoup. Donc là, je trouve que graphiquement, je me suis éclaté. Par contre, niveau scénario, comment dire, c'est bien, c'est une belle introduction, mais alors tu dévores le bouquin en 2 minutes, t'arrives à la fin et tu fais ok, non mais c'est bien, mais c'est un peu court, mon cher. Ouais, mais ça pose quand même des choses. Oui, oui. Ça, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que ça m'a fait un peu court. Alors, est-ce que du coup, je l'ai lu trop vite? Bah, Ouais, mais le rythme est assez haletant. Hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Mais disons qu'il y a un piège dessus, c'est que les personnages principaux arrivent très tardivement dans l'histoire, en fin de compte. On s'intéresse dès le départ beaucoup à la caravane, et les personnages principaux arrivent tardivement, et donc on a très peu le temps de s'attarder sur eux, en dehors des scènes d'action, entre guillemets, et on n'a aucun moment où on a le temps de s'attacher, ne serait-ce qu'un minimum, à ces personnages principaux. Alors, et c'est ce qui m'a un peu manqué, ça arrivera sans doute dans la suite, j'espère en tout cas, mais ouais, on a un cadre sympa, on a un univers qui est cool, on a des scènes d'action, donc en gros une première scène d'action qui permet de faire arriver les personnages principaux, une deuxième scène d'action qui permet de montrer comme ils sont trop balèzes, et puis bah oui, c'est bien, mais je sais pas trop où je vais. Pour moi, la base est pas bien posée en fait. Ben, moi, ce que j'ai bien aimé, pour le coup, c'est que justement, ça fausse un petit peu les pistes, ça brouille un petit peu les pistes, pardon, dans le sens où on commence par s'intéresser à la famille royale, qui est donc en fait la fausse excuse pour présenter les 3 héros principaux qui sont donc les mercenaires. Oui, puis tu te doutes pas, vu que quand tu regardes la couverture, que la famille royale ne sont pas les héros. Hein. Bien évidemment. Quand tu vois la couverture avec les 3 héros qui sont bien mis en avant. Bien sûr. Mais en même temps, on te montre aussi tout de suite qu'on est capable de tuer des personnages qui auraient pu être potentiellement principaux. Parce qu'il y a d'emblée des morts. Voilà. Donc, je trouve que ça, sur le principe d'un Game of Thrones où on te parle du Royaume du Nord avec le Roi du Nord, etc., et puis cette espèce de trou du cul, à milieu de la première saison, il se fait dézinguer. Ça aurait été plus couillu s'ils avaient mis ce personnage-là en couve. Pourquoi pas? Je suis d'accord avec toi. Le fait que la couve donne des indices, un peu après, comme la couve est efficace, elle montre de quoi ça va parler. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais tout de suite, ça pose aussi les possibilités et l'orientation du scénariste. Il n'hésitera pas à tuer du monde. Voilà, c'est posé. Ça n'hésitera pas. Donc moi, je trouve que c'est pas inutile. Après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le bouquin se dévore très très vite et on reste un petit peu sur notre faim. Comme on le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. D'où mon intérêt pour le tome 2, qui est donc sorti, qui s'intitule Le Maître du Shrine. Et je n'ai plus qu'une chose à dire. Mathieu, bouge-toi les fesses pour le lire. Oui, voilà. Enfin voilà, moi j'ai un peu cette. Ouais, pour moi, le problème qu'il y a, c'est que c'est un terme d'édition, en gros. Il aurait peut-être fallu sortir un album double, un truc autre chose, un autre format, pour que ça prenne. Donc, je suis curieux de lire la suite. Hein, ça sera peut-être sans doute génial, j'espère en tout cas, parce que bah on a un bon scénariste, un bon illustrateur, donc il y a pas de raison que ça marche pas bien. Mais pour moi, alors et les 2 tomes sont sortis assez vite, hein, je semble, ou c'est nous qui traînons. Non, le premier tome de Rennes, ça fait un moment qu'on l'a. Il est sorti. Moi, je l'avais lu pour la saison dernière. Là, on a du bol d'avoir le tome de direct, mais t'imagines 1 an à attendre pour cette introduction qui, en gros, c'est vite oublié. Ouais, mais en même temps, quand fait. tu veux avoir des jolis dessins, des jolies couleurs, et que tu n'es pas un con de fan de comics qui sort des trucs toutes les semaines, je veux dire, voilà quoi. Faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Il faut donner le temps au temps. Oui. Allez, passons à la suite. Eh bien donc, je vais vous parler d'Aslak, le tome 5, La demeure des Oxy. On va rejoindre donc les équipages de l'Aslak et du Marvac. Mark Vard. Je sais plus comment c'est. C'est le deuxième bateau, enfin les 2 bateaux. Voilà, ils sont donc désormais donc dans le palais glacial là, avec où ils vont rencontrer donc elle, la déesse ou le dieu. Oui, Enfin une entité divine qui choisit en fait si tu vas au Valhalla ou si tu vas pourrir dans le tréfonds du tréfonds. C'est la légende de Thor Ragnarok. Ouais. Que vous en dire? Donc, les hivers, désolé, sont toujours aussi longs au Midgard. Et les humains, eux, de l'autre côté, attendent toujours que les histoires reviennent. Hein, parce que pour l'instant, ils sont partis en quête du livre et de l'Odyssée. C'est un peu, pour rappeler le pitch, c'est 2 frères qui sont en concurrence.
qui sont partis en fait parce que leur mère est retenue prisonnière par un chef viking et ils sont partis en fait pour quérir de nouvelles histoires parce qu'en fait le chef viking en a ras-le-bol d'écouter les mêmes légendes dont celle de Snowgould, le chasseur à 8 têtes. Et les deux frères, il y en a un parmi les deux frères qui est un peu un enfoiré de sa mère. Pas de sa mère, juste un enfoiré tout court. Voilà, et qui est prêt à sacrifier toute sa famille si ça lui permet de s'en sortir, quoi. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans un combat final, on va dire, parce que là, donc ils ont le livre en question, le livre où il y a donc tous les récits, qui leur permettrait justement de sortir du palais glacial, ouvrir la porte de, je sais plus comment elle s'appelle, de Myrtvurd. Ouais, bon, porte, enfin, voilà, vous m'excusez les noms, hein, je suis pas non plus théologien en mythologie nordique. Hein, voilà, merci. Eh oui, non, je suis désolé, Tizak, j'ai pas ce qu'a fait que je je suis super déçu, quoi. Donc du coup, ils vont retrouver Skeggi, ils vont affronter elle. Un affrontement assez épique, franchement, à mener vraiment de tambour battant. Graphiquement, Parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver la sortie du royaume des morts. C'est Enfin, c'est la totale, quoi. graphiquement, on est vraiment là. Emmanuel Michalak, je trouve qu'il est, il était déjà bon avant sur les 4 premiers, mais je trouve que sur celui-là, il m'a déchiré la rétine, quoi. Je me suis régalé. Et au niveau du scénario, c'est super bien mené parce que tu lis le bouquin, comme tu disais, il y a un rythme haletant, tu vois, sur l'autre c'était haletant. Là, il y a vraiment un très gros rythme, il y a plein d'événements qui se déroulent. Voilà, il y a des moments. Il arrive à mettre de l'humour au milieu Des personnages. Et finalement, tu arrives à la fin du tome en te disant. Le prochain, c'est le dernier. Hein. Ouais, salaud, il faut que j'attende le prochain pour voir la fin. Mais voilà, normalement, le prochain, ce sera le dernier, donc la fin de cette saga. Mais voilà, surtout sur une scène de fight, tu arrives quand même à avoir du côté drôle, de l'émotion par certaines choses. Voilà, non, c'est vraiment bien mené et c'est vraiment très 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 sympa. La relation familiale entre les frères est bien menée, entre les membres de l'équipage de la Slack est bien racontée. Tous les personnages se sont bien construits avec le temps. Graphiquement, moi, il y a cette patte que j'adore, quoi, qui en jette. J'ai toujours dit, hein, c'est du Uderzo moderne réaliste. Un peu comme tu sais ce qu'il faisait sur les Chevaliers du Ciel. Donc, Tizak, je te vois réfléchir un peu, mais Uderzo, tu l'as déjà vu sur les Chevaliers du Ciel, ce style un peu réaliste qu'il peut avoir? Non. Non, pas du tout. Bon, il avait un style. Si, voilà. Tu vois, ce style un peu caricatural, mais pas tant que ça. On n'est pas dans le gros nez comme ce qu'il peut faire sur Astérix. Il y avait un dynamisme très très américain dans les inspirations. Et donc ça marche super bien. On a une narration qui fonctionne bien, des personnages qui sont fun, qui sont cool. Moi, franchement, c'est une série dont j'attends le dernier tome avec impatience parce que je me régale à la lire. Par contre, c'est le dernier ou c'est la fin d'un cycle? Je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Après, disons que je pense que ça va dépendre aussi du succès de cette série. Dont on entend assez peu parler, je trouve. Moi qui suis un peu tout ce qui est forum, site de BD, etc. Et qui, je trouve, n'a pas l'exposition qu'elle mériterait. Parce que je retrouve vraiment, c'est ce que j'avais dit quand on parlait du tome 4, hein, le plaisir que j'ai pu avoir en lisant des Lanfeust étant gamin. Tu vois, un vrai souffle d'aventure, de fun, d'action. Voilà. Pour moi, c'est une excellente BD très très bien menée. Et j'espère que le tome 6 fera qu'elle aura un coup de cœur. On va attendre le tome 6. Hein. Pour clôturer la saga. Voilà. Mais bon, une saga viking, quand même, c'est sympa, toujours. Voilà, mais Tizak, il faudrait que je te les passe, parce que tu n'arrêtes pas d'entendre parler. Non, mais potentiellement, ça fait partie des choses qui pourraient me plaire. Parce que comme ça, tu pourras en parler du dernier tome avec nous. Et puis, peut-être que tu auras un regard différent en ayant enfilé les 5 bouquins d'un coup, parce que nous, on a attendu entre chaque tome. Oui, moi, quand j'en parlais tout à l'heure du fait d'attendre, moi, c'est un truc qui a un peu tendance à me saouler, donc voilà. je rigolais avec ça tout à l'heure, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être un peu pénible, et là, pour le coup, c'est bien d'avoir la série complète. Donc voilà, on valide tous, on aime beaucoup cette série, on attend la suite. Aslak. Cruellers Undead. Non, tu me regardes, mais je dirais rien, je ferai pas de Tsukasa Seimura. Tsukasa Seimura. Et de Koso Takahashi. Koso Takahashi. Donc, Cruellers Undead, c'est un bouquin qu'on a beaucoup attendu chez Glénat, qui est annoncé depuis des mois et qui sortait pas. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est le tome 2 et dernier tome de cette saga, qui, on vous le rappelle, en gros, invasion zombie.
pour résumer. Et une femme se réveille comme morte, alors qu'elle est censée être morte. Elle se réveille et en fait elle se rend compte que quand elle s'énerve, elle devient super balèze et elle peut éclater les trucs des gens, et que surtout que elle est insensible à la morsure des zombies, etc. Donc tout le premier tome nous montre comment les personnages s'organisent et essayent de rejoindre une grande cité où ils devraient trouver la civilisation et aider à régler les problèmes. Et ce tome-là nous montre comment Maki et Shota arrivent dans la grande ville et se rendent compte que c'est un peu un endroit de merde en fait. Que comme un peu partout, les puissants ont réussi à recréer une société pyramidale avec les petits qui se retrouvent tout en bas, qui souffrent, qui crèvent de faim et qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, et eux qui essayent de s'organiser et qui ne voient dans la possibilité d'avoir un vaccin en fait à l'invasion zombie qu'un moyen de mettre encore plus les autres personnes dans la merde. Contrôler la population. Voilà. Ça prend une tournure très sociale. Le tome 1 était intéressant, t'avais ce côté survie qui arrivait à se démarquer un peu de Walking Dead parce que t'avais un côté espoir qui n'était pas présent vraiment dans Walking Dead. Espoir, et puis surtout t'avais aussi quand même beaucoup de... Je trouve que c'était ce qui était intéressant dans le premier tome, c'était vraiment le côté très péchu. Ouais. Pas à envoyer quoi. C'était mené tambour battant, tu avais vraiment le côté apocalypse, mais comme tu dis, avec vraiment une grosse note d'espoir. Et là, dans ce tome 2, c'est vraiment, je trouve, vraiment autre chose. Oui, ça raconte vraiment autre chose. C'est un peu la descente, quoi. Tu te dis, ils arrivent à la ville, ça y est. En fait, c'est truc de zombies, ils ont un objectif pour s'en sortir. À la fin du tome 1, ils y arrivent, quoi. Tu te dis, waouh, trop bien, ils ont réussi. Tome 2, ils ont réussi, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. C'est la merde. On rentre vraiment dans des histoires de lutte des classes, de conflits sociaux, de révolution, des choses, très terre à terre, qui sont, on veut dire, plutôt une société actuelle et pas une société... très dense en termes de récit aussi. Aussi. Parce que dans ce tome, il s'en passe des choses. Quelque part, on commence à suivre les personnages entre Maki qui se retrouve, elle, tout de suite emmenée avec les riches pour voir ce qui se passe, et les autres qui se retrouvent un peu plus avec les pauvres. Donc on voit comment ça se passe des deux côtés de la société. Donc c'est plutôt bien mené pour ce coup-là. Et puis en plus, on a un dessin que j'aime bien, qui me fait penser à du Otomo dans le ton. Un côté qui marche bien, qui est efficace. Et qui voilà. Moi, je trouve que c'était un très 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 bon manga, un très bon diptyque, où j'ai pris un vrai plaisir. Donc là, c'est terminé, c'était 2 tomes et basta. Quoi. Voilà, c'est ça. En plus, j'aime bien quand c'est 2 tomes et basta dans le manga, parce que quand c'est 25, c'est plus difficile. Thio ? 25 pour la première saison. Comme je te disais, voilà, moi j'ai été très surpris par le traitement qui est très différent du tome 1. Dans le tome 1, on est vraiment dans le survivalisme péchu, fight, horreur. Et comme tu dis, on est arrivé à la fin du tome 1, on avait déjà, ok, ils ont l'antidote et ils se dirigent vers l'endroit, entre guillemets, où les dirigeants, tous les gens, on va dire, qui peuvent reconstruire, sont présents. Ok, t'y es. Et là, tu te retrouves vraiment dans un truc qui est social, politique, une lutte vraiment de pouvoir, et avec, encore une fois, des intérêts qui vont être très divergents en fonction des gens et de quel étage on se trouve, quoi. Et une fin qui, moi, m'a laissé un peu sur le cul, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Et ok, voilà. Tu finis comme ça et tu dis bon. Mais par contre, j'ai trouvé que la fin me faisait vraiment penser on va dire à des trucs japonais que j'ai déjà regardés, ou je veux pas trop spoiler en fait, mais Qui est là ? non, mais des films japonais même récents, justement sur des trucs survivalistes ou quoi, où tu as des fins, tu sais, où tu te retrouves avec ton héros qui part vers une autre vie mais complètement différente, quoi. Où du coup, on va dire, ce que tu avais mis en place au début du tome est complètement fracassé et tu as oublié tous les idéaux qu'il pouvait y avoir. Et voilà. Bonne fin, voilà, surprenante, mais je me suis bien régalé. Je trouve que c'est assez étonnant.
Surtout dans le traitement du zombie de ces derniers temps, parce que c'est quand même devenu très à la mode. Pour le coup, les zombies sont plus du tout présents dans ce Et thème de jeu. finalement, voilà, les zombies, en fait, comme tu dis, c'est vraiment le truc qui est devenu presque annexe. De toute façon, vu Même qu'on les a... mecs, ils sont pas présents, ils sont en vase clos dans la ville, il n'y a plus de zombies dans ce tome. Oui, mais on en parle quand même, parce que c'est le vaccin qui fait le pouvoir, en fait. Oui. Mais voilà, une très bonne série en 2 tomes. Je trouve que le seul truc dommage, c'est que Glénat a un petit peu mis de temps à faire paraître le tome 2, parce qu'on a quand même eu presque 2 ans entre les deux, Ouais. c'est long, quoi. Mais voilà. Surtout pour du manga. Bah, c'est peut-être que c'est au Japon qu'il a pas suivi, le mec. Peut-être qu'il a travaillé sur autre chose, vous êtes renseigné? Parce qu'à un Non, moment pas donné, du c'est tout. facile de critiquer, mais voilà, faut se renseigner, quoi. Voilà, il a peut-être des enfants à nourrir. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a c'est peut-être total. un autre truc à faire, genre piscine ou aquaponie, quoi. Ok. Bon. Tu cherchais des trucs, en fait. Je pense que ce sera la désobligeance de la bande dessinée ce soir. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et la nous, mélasse. Et la mélasse. tu vois, l'éducation nationale, c'est la bienveillance désormais avec les élèves. Je crois qu'on a un titre qu'on va trouver avec mélasse et des Ouais. obligeances. Je pense qu'on Il y a un peut faire truc à quelque chose. Bref, Colors Undead, coup de cœur, pas coup de cœur pour toi? Curiosité? Non, parce que pour l'ensemble, je ne mettrais pas le coup de cœur, en fait. Ouais, moi non plus, mais ça se tient vraiment à pas grand chose. Là, pour le coup. Le traitement est super intéressant, mais non, je garderai pas de coup de cœur pour celui-là, désolé. Express. Et là, Homicide. du coup, tu m'as pris comme ça, presque limite au dépourvu, À à froid. brûle pour point, quoi. À froid. Ouais, bah, je suis un sauvage. Homicide. Donc, Philippe Scorzoni, donc Homicide, une année dans les rues de Baltimore, 4 février au 10 février 1988. Quoi, une semaine, c'est tout? Une semaine, c'est tout. Donc, en 88, David Simon, le créateur de la série The Wire. Simon Vous êtes juif. Alors- Jetez-le. Non, mais là, je suis pour rien. Moi, je faisais juste l'accent marseillais. Donc, du coup, qui est reporter au Moi, je suis Baltimore. Madame Sarfati, j'habite dans les quartiers nord aussi. Attends, il est marseillais, il a le droit de se moquer des marseillais. Donc toi, tais-toi. Vas-y, reprends. Pourquoi tu es en train de dire que je suis pas juif avec la tête que j'ai? On a Podcast Studio. C'est pas faux, en fait. Sans déconner. C'est pas faux. Là, Ouais. tu peux baisser ton fut, s'il te plaît? Tu peux finir cette chronique en express. C'était express, mais bon, c'est Avant qu'on se retrouve éjectés de partout. Ok, donc, Et qu'on Homicide. perde tous nos auditeurs par vos désobligeances. Bon, donc Homicide, donc une année dans les rues de Baltimore, donc c'est une adaptation donc du bouquin de David Simon David par Philippe Scorzoni. On retourne sur nos enquêtes De la Ah, brigade. de la On brigade menace de me criminelle. censurer. Donc voilà, du coup c'était le meurtre de Latonia Wallace qui a été assassinée, qu'on retrouve dans la rue. Une jeune fille qui retrouve. Voilà, on va donc du coup suivre tous les enquêteurs de cette brigade criminelle, certains qui sont en réussite, d'autres qui le sont un peu moins. Et on va aussi, donc on a d'une part ce meurtre-là, on a d'autres meurtres qui vont avoir lieu pendant la semaine, et donc les enquêteurs qui vont être plus ou moins, on va dire, pris par une ou deux enquêtes. Et on va revenir en fait sur l'enquête d'un des vieux flics de la bande, qui lui se retrouve en fait sur le meurtre d'un black qui a été tué, et il pense très fortement que il y a un flic qui a pas dû faire son job, ou qui a fait une petite bavure, quoi. Une bavure avec un mort. Et à chaque fois, c'est présenté sous l'angle du comment ça marche. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle pression il reçoit de la part de la mairie, de la part de son commissaire? Et que malheureusement, comme l'enquête avance, et que le délai commence à être un petit peu court, il va falloir qu'il prenne des décisions, et que sans doute il soit obligé de mettre des coups de pied à la fourmilière. Certains autres vont être obligés de trouver un coupable, coûte que coûte. On est toujours dans cette espèce de froid clinique du meurtre, ce traitement qui est vraiment presque à la fois sans émotion et avec terriblement d'empathie. C'est le recul, quoi. Le recul pour traiter ce genre d'affaires. Hein. Pas tant que ça, en fait, parce que les inspecteurs de police, comme je dis, sont vraiment c'est clinique, quoi. Ils font leur meurtre, ils font leur constatation, mais en même temps, ils ont énormément d'empathie pour justement voir en fait tout ce que ça va induire leur enquête, et ce qu'ils vont devoir révéler, ce qu'ils vont devoir faire vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs coéquipiers, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de la société. Enfin, Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment on construit une enquête, ce qui est à mille lieues de ce qu'on peut voir dans les séries télé, et qui est d'une précision terrible, quoi. Donc, enfin, excellente série. Voilà, j'attends vraiment le tome 3 à suivre. Et pour finir, parce que du coup, c'était une recommandation, il me semble, de Tot.
Ouais, possible. Donc j'ai continué The Wire, la série télé, et c'est vraiment excellent. Enfin bon, le problème, c'est que s'ils nous font une semaine par tome, je sais pas combien de tomes ils vont devoir nous faire pour arriver au bout. Hein. Mais graphiquement, ça envoie quand même. Ouais. Ouais, graphiquement, ça reste très froid. Ça reflète assez bien l'ambiance générale. Moi, ce que je peux regretter, c'est qu'on est beaucoup trop sur de la narration en voix off Oui. et pas assez sous la forme de dialogue. Du coup, alors, ça permet de conserver encore une couche de froideur, Au côté mais un peu documentaire, trop de l'extorisation. distance, un peu trop de ce côté documentaire, exactement. Et on manque d'échanges, on manque de dialogue. D'autant plus que quand il y en a, ça marche bien, c'est incisif, c'est percutant. Et voilà, je trouve que ça en manque un petit peu. Après, c'est vrai, effectivement, on débloque les arcanes. Il y a un côté pourquoi, comment, machin, à la manière des vieux feuilletons policiers très calmes, avec pas trop d'action, genre Columbo. L'enquête, quoi. Voilà, où c'est l'enquête qui est au cœur, Je crois que t'allais dire c'est la direction, psychologie ça, des je sais personnages qui est au cœur. Et là, en plus de la psychologie des personnages, du pourquoi comment, il y a la psychologie des flics aussi qui est très très documentée et explicitée. Donc voilà, c'est très intéressant. Voilà, le côté froid, il peut avoir des limites aussi à un moment donné, et ça peut être répétitif et manquer d'allant. Ok. L'atelier Mastodonte, le tome 3. Pour rappel, l'atelier Mastodonte est une bande dessinée de strip qui est publiée dans le magazine Spirou, qui nous raconte l'histoire d'un atelier de bande dessinée fictif où les auteurs se mettent eux-mêmes en scène, qui se retrouve dans les locaux du magazine Spirou. Donc on retrouve un peu toute une série d'auteurs, que ce soit Trondheim, Bianco, Alfred, j'en passe et des tonnes, parce qu'ils sont très nombreux. Et là, en fait, ils se retrouvent très emmerdés, car ils se rendent compte que il y a des gens qui font une parodie de l'atelier Mastodonte. Et donc on a des planches de cette parodie les de salauds. l'atelier Mastodonte qui leur piquent leurs idées. Et on sent qu'il y a une recherche de renouveau en trouvant des nouveaux types de gags, des nouvelles trouvailles où, en gros, ils vont faire des gags mauvais exprès. Ce qui... Voilà, ça c'est un peu facile, hein. C'est Ouais, moi, avec, ça fait rire c'est quand moi même. avec mes blagues. Hein. ça fait rire quand même. Oui, c'est vrai, ça fait quand même rire. Voilà, et ils s'enchaînent, et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres gens qui font des parodies, et donc t'as plusieurs parodies de l'atelier Mastodonte qui débarquent, et eux qui commencent à râler, voilà, je trouve ça sympa, les auteurs se moquent un peu d'eux-mêmes, se moquent les uns des autres, je pense qu'il y a pas mal de private jokes cachés au milieu, mais ça reste très accessible, et je trouve que c'est vraiment une bonne série qui va bien avec du magazine, en fait. C'est-à-dire que, on est... Pourquoi est-ce que j'ai dit Atelier Mastodonte 3 ? Je vois que j'ai le 4 là-bas, ça doit être le 5 en fait. C'est le 5 en fait. Ouais, que c'est tu pour ça. chroniques. Pourquoi j'ai écrit 3 ? Mais bon. Bref, l'Atelier Mastodonte 5, c'est vraiment une série de magazines pour les gens qui aiment le magazine Spirou et qui pour moi, fonctionne bien et est assez drôle. Je me prends à sourire très régulièrement parce qu'il y a souvent de bonnes trouvailles. Là, par exemple, ils ont un auteur qui débarque, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est fan de tout ce qui est Oubapo et compagnie. Donc, il a développé comment avoir un crayon qui écrit et rouge et bleu pour pouvoir dessiner en même temps ces trucs en 3D automatiquement, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il doit gérer l'écart entre les deux crayons en cours de route et c'est pas facile, tu vois. Et donc, il y a plein de gags là, autour de ça. Voilà. Moi, je me suis bien éclaté. Donc, l'atelier Mastodonte, tome 5. Alors juste, on pourrait rajouter que si vous êtes fan de l'atelier des Mastodontes et d'un des personnages, Guillaume Bianco, il sera au Salon du Livre Jeunesse le 26 novembre au Pen Mirabeau avec d'autres auteurs du Zarm Atelier, d'autres personnes Les aussi. habitués, quoi. Voilà, les habitués, oui, du Zarm Atelier, plus donc Guillaume Bianco, d'autres personnes encore. Ça peut être vraiment un truc assez sympa parce que c'est un petit salon où les auteurs sont vraiment super, ultra accessibles. Donc si vous êtes dans la région du sud, genre Bouches-du-Rhône, n'hésitez pas à venir y faire un tour, mais pas trop nombreux parce qu'on y sera. Voilà, à la salle Tino aussi. Voilà. Bon On a réussi à survivre. Attends, je crois qu'il n'y a même plus de fantômes. ouais, on n'a pas eu de fantôme là. Donc merci de nous avoir écoutés. Je crois que... Merci beaucoup. Donc surtout si vous avez besoin de trucs sur la mélasse, il y a un très bon article Wikipédia. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous mélasser sur Facebook, sur Twitter et sur Tipeee surtout, hein, parce que sur Tipeee, il nous faut de la mélasse. Je crois qu'il va nous falloir beaucoup de mélasse, parce que à mon avis, De La la table de mélasse mix. sonnante et trébuchante. je crois que la table de mix est quand même Elle est en train de mourir, et c'est vrai que si on devait en changer, ce serait bien d'avoir peut-être quelques entrées en plus pour avoir
avoir plus d'invités. Voilà. Mais bon, Quand on dit ça, on dit rien. Ouais, voilà. Je veux dire, au pire, on fera une émission avec un son de merde. Ça nous gêne pas, hein, tant que Nous vous non. écoutez. Nous, non. Voilà, Le dictateur, oui. Ouais, moi ça me gêne un peu. Voilà. Oui, j'ai des principes sur la qualité que j'essaie de Des suivre principes. autant que possible. Des principes, monsieur. Voilà. Bref, merci à vous de nous avoir supportés pendant toute cette émission. Surtout que vous avez du courage là ce soir. Voilà. je pense. On espère que vous avez apprécié toutes ces informations sur la mélasse qui sont essentielles et que vous ne les avez pas trouvées trop désobligeantes. Et on se retrouve donc. Pour les désobligeantes, c'était pas la mélasse. Je crois que c'était plutôt David Simon. Mais après, Ouais, enfin bon, on se retrouve d'ici. David ou Simon? Comment tu t'appelles? Je crois que ouais, c'est bon. Là, faut qu'on se casse. Allez, on s'en va. Au revoir, au revoir. Au revoir. Merci, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. David! David! David Vincent, il a perdu. David! T'as perdu! Mais t'as qu'à suivre l'étoile, David! Reviens! Il a pris un raccourci qu'il n'a jamais trouvé. Je me désolidarise totalement de mes co-animateurs. Merci. Allez, viens manger tes boulettes, viens! Je vais les pendre, c'est pas possible. Du coup, c'est ça, c'est quoi, c'est l'arbitre, c'est ça ou... Couche d'arbitre, c'est pas ça. Viens manger les boulettes de ta Rachel. Viens, viens ici, viens. Viens, je te dis mange.